j'ai aidé, ça va le son? Vous m'entendez? J'ai aidé beaucoup d'étudiants, d'élèves en terminale et en prépa, et j'aide toujours. Et j'ai souvent peu de retours. Aujourd'hui, c'est le retour le plus sympathique, le plus important que j'ai reçu d'une aide que j'ai donnée à Élise, puisque c'est grâce à elle que je suis là ce soir et que j'ai le plaisir de vous dire ce que nous faisons dans les laboratoires pour rechercher d'éventuelles vies extraterrestres et donc et de me retrouver dans un amphithéâtre, ce qui me rajeunit, un grand amphithéâtre avec un bel auditoire. Donc merci beaucoup Élise. L'idée de la vie extraterrestre n'est pas nouvelle, puisque déjà Épicure, qui aimait la bonne chair mais qui avait aussi de bonnes idées, écrivait à son ami Hérodote en 300 avant Jésus-Christ, « Les mondes sont en nombre infini et on ne saurait démontrer qu'ils ne sont pas habités. » Donc pour lui, la vie est universelle. Je citerai également Giordano Bruno, ironie de l'histoire, qui a écrit un livre, Le banquet des cendres, et qui a été brûlé vif sur la place Campo dei Fiori à Rome pour hérétisme et pour le fait d'avoir soutenu qu'il y avait d'autres mondes intelligents que le nôtre. Donc, après un procès de 11 ans, il a été brûlé vif. Et si vous êtes à Rome, je vous encourage vivement d'aller place Campo dei Fiori pour aller rendre hommage à la statue que le Vatican n'a pas réussi à déboulonner. Nous recherchons, pour la vie extraterrestre, des endroits où il y a à la fois de l'eau à l'état liquide et de la chimie du carbone. Ce sont les deux ingrédients qui ont démarré la vie sur Terre. Ça, maintenant, la plupart des scientifiques s'accordent sur ce point. Donc, ce couple possède des qualités exceptionnelles, en particulier démontrées dans mon laboratoire et par moi-même à Orléans. Et les vertus de l'eau, la masse moléculaire de l'eau, bon, pour faire simple, l'eau pèse 18. Le CO2 pèse 44. Donc le CO2, tout le monde sait que le CO2 est gazeux à la surface de la Terre et que l'eau est liquide. Pourquoi est-ce que, diable, le CO2 44 est gazeux alors que l'eau 18 est liquide? Alors l'eau est liquide parce qu'entre les atomes d'hydrogène et de l'oxygène s'établissent des petites liaisons et que le réseau de ces liaisons est tellement dense que ça confère à l'eau des propriétés particulières et en particulier son état liquide à la surface de la Terre. L'eau est également un solvant, alors ça c'est de la chimie, n'ayez pas peur, il n'y aura pas beaucoup de chimie ce soir. Mais néanmoins, lorsque vous faites de la glycine en bas à droite, dans la réaction dite de Strecker, en partant d'un composé, alors tout ce qui est rouge c'est l'oxygène, c'est simple, hein. La chimie c'est simple, oxygène c'est O, hydrogène c'est H, une fois qu'on sait ça, on connaît toute la chimie. Là, le formaldéhyde qui est ici a un atome d'oxygène, c'est le produit de départ quand on fait réagir avec de l'ammoniac. Et la glycine a de l'oxygène rouge. Donc on pourrait penser naïvement que l'oxygène de la glycine vient de là. En fait, non, l'oxygène de la glycine vient des deux molécules d'eau qui sont là. Donc l'eau est aussi un réactif chimique. Ce n'est pas seulement un solvant. Pour l'eau, nous n'avons aucun problème parce que les géologues nous disent qu'il y a des petits cristaux de zircon qui ont été façonnés par de l'eau et que l'on peut dater. Alors, ces cristaux sont vieux de 4,4 milliards d'années. La Terre s'est formée il y a 4,5 milliards d'années. Les milliards, ça va, on va parler de milliards ce soir, pas de milliards bancaires, non, de milliards en années. Et donc, 4,5 milliards formation de la Terre, 4,567, hein, c'est l'âge déterminé par Claude Allègre, et loin de moi l'idée de contester quelque chose de Claude Allègre. Et donc, il y avait des petits cristaux qui ont été façonnés par de l'eau. Et cette eau, donc, pas de problème pour l'eau à la surface de la Terre. Et maintenant, reste le problème de la Terre avait de l'eau parce qu'elle était rocheuse. Si la Terre avait été gazeuse, grosse planète comme Jupiter et Saturne, impossible d'avoir des océans à la surface. Donc, trop gros, c'est pas bon. Trop petit, c'est pas bon non plus, parce que trop petit, il n'y a pas suffisamment de gravité pour retenir une atmosphère. Et sans l'atmosphère, sans le couvercle, l'eau s'évapore. Donc, il faut une bonne taille. La Terre avait la bonne taille.
ni trop gros ni trop petit, ni trop près du soleil, sinon trop chaud, l'eau s'évapore, elle est détruite par les UV du soleil, trop loin, l'eau finit par geler, passer dans le sol. Et en fait, la Terre a également un champ magnétique permanent qui produit une magnétosphère, et cette magnétosphère protège la Terre du vent solaire qui, normalement, aurait décapé, le vent solaire aurait pu décaper l'atmosphère, donc le couvercle donc, qui maintient et qui maintenait l'eau à la surface de la Terre. D'où vient l'eau? Alors, l'eau provient probablement des comètes, et on avait 8 comètes qui... Alors, il y a 2 grands réservoirs pour les comètes. Il y a un réservoir très loin, aux confins du système solaire, qui s'appelle le nuage de Oort. Et il y a un autre réservoir qui s'appelle la ceinture de Kuiper. Et donc, on avait 8 comètes qui venaient de Oort. Et une des propriétés que l'on mesure ne tombe pas du tout sur l'eau des océans qui se trouvent ici. Donc, la conclusion, c'est que l'eau de la Terre ne vient pas des comètes du nuage de Oort. On avait 2 comètes qui venaient de la ceinture de Kuiper et ça tombe pile poil sur l'eau. Donc on s'est dit, formidable, l'eau de la Terre vient des comètes de la ceinture de Kuiper. Malheureusement, on a également récemment la comète Churyumov-Gerasimenko, la fameuse Tchouri pour les intimes, et donc cette comète ne colle pas du tout puisqu'elle vient de Kuiper, mais ça ne colle pas avec l'eau des océans. Donc il faut être un peu plus modeste quand on affirme des choses, souvent c'est le cas en science, et donc ça vient probablement des comètes, mais lorsqu'on aura plus de comètes, on pourra faire des statistiques et dire probablement qu'il faut être œcuménique, et donc que ça vient probablement un peu de chacun des 2 réservoirs. Pourquoi le carbone? Les vertus du carbone, c'est sa tétravalence. Le carbone est au centre d'un tétraèdre, il a 4 bras et on peut accrocher des molécules dans 4 directions. Et donc ça permet de construire des systèmes de plus en plus complexes qui sont nécessaires pour démarrer la vie. Alors, je réponds tout de suite à une question. On me pose souvent la question, il y a d'autres atomes que le carbone qui sont tétravalents. Pourquoi est-ce que vous vous acharnez sur le carbone? Alors, le silicium est tétravalent, comme le carbone, mais il est en dessous de lui dans le tableau de Mendeleïev, donc il est plus gros comme atome, il est moins réactif et il ne donne pas de combinaison. Par exemple, il n'y a pas de double liaison qui lierait 2 silicium, ou très peu, et pas de triple liaison, ce qui est souvent le cas pour le carbone et qui est très utilisé dans la chimie et la biochimie des systèmes vivants. Donc, excite le silicium, bien que le silicium représente quasiment 28% du manteau, alors que le carbone ne représente qu'à peine 0,1%. Donc, la question est réglée. Ne me posez pas la question du silicium. Merci. D'où vient la chimie du carbone? La chimie du carbone a 3 origines. L'atmosphère, CO2, méthane. Donc, il faut trouver une source de carbone gazeux, donc le CO2 ou le méthane, CH4. Les sources hydrothermales, ce sont les geysers qui sont au fond des mers, ou bien un apport extraterrestre. Là, on importe les ingrédients, on n'importe pas la vie. Alors, en ce qui concerne l'atmosphère, c'est l'expérience historique de Stanley Miller, jeune chimiste américain, qui, dans les années 1950, a mis dans un ballon du méthane, de l'ammoniac, de l'hydrogène et de l'eau. Il a fait circuler ceci dans son système avec des décharges électriques qui mimaient les éclairs de la Terre primitive. Il obtient 4 acides aminés, 4 briques du vivant, 4 constituants des protéines. Expérience historique fantastique qui démontrait que l'on pouvait faire des briques du vivant à partir d'un mélange de gaz. Malheureusement, les géochimistes lui ont dit, Monsieur Miller, votre expérience est peut-être fort sympathique, mais elle n'a aucune réalité historique puisqu'on sait que l'atmosphère était dominée par le CO2. Essayez donc de remplacer votre méthane par du CO2, ce qu'il fit, et il obtient pratiquement rien. Donc l'atmosphère a peut-être fourni un petit peu d'ingrédients, mais pas la majorité des ingrédients. Les sources hydrothermales sont explorées par les Américains, les Français, l'Ifremer, et par des Japonais et d'autres. Et donc, personnellement, j'ai participé à une campagne de l'Ifremer au large des Açores. Et sur le site de Rainbow,
Alors là, on a 2000 mètres de profondeur, on ne voit rien, il fait nuit, et donc on repère les sites possibles par les images satellites, et puis on plonge le robot, et j'étais de quart, et le pilote me disait, où va-t-on? Moi, je dis, j'en sais rien, on ne voit rien. Et en fait, on ne voit rien et la mer était formée. Alors, quand l'anticyclone des Açores n'est pas aux Açores, la mer peut être formée. Et pour un chimiste qui n'est pas spécialement un marin, passer 15 jours ou 3 semaines sur un bateau qui fait du surplace sur une mer formée, ce n'est pas une croisière, comme semblaient l'imaginer mes collègues qui étaient restés à Orléans. Donc, nous n'avons pas trouvé, nous avons fait beaucoup de prélèvements autour du fumeur et dans le fumeur, et nous n'avons pas trouvé de briques du vivant. Mais ça reste un lieu potentiel de synthèse, puisqu'il y a du CO2 et de l'hydrogène, donc une façon de tirer le carbone du CO2. Pour l'instant, on n'a pas réussi à démontrer que ceci permettait de fabriquer des briques du vivant. La troisième source, c'est la source spatiale, l'importation de matériaux qui viennent de l'espace. Alors là, il faut bien distinguer en fonction de la taille de l'impacteur. L'impacteur fait de la tonne, c'est pas bon. Il arrive à la vitesse cosmique, c'est de l'ordre de 100 000 km à l'heure. Il fait plusieurs tonnes, donc l'énergie cinétique, 1,5 de MV2, ça fait une énergie formidable, ça arrive au sol, ça explose, il ne reste rien, que des cendres. Donc, météore-cratère. Vous avez, en France, on a la chance d'avoir Rochechouart, ça ne s'invente pas, hein, Rochechouart, qui est un impact de météorite. Donc, si vous allez vers Limoges, deuxième invitation au voyage, vous allez un petit peu, en partant sur Rome, à la place Campo dei Fiori, vous arrêtez à Limoges, un petit peu à l'ouest de Limoges, vous avez Rochechouart, et à Rochechouart, vous avez un impact d'une météorite qui est tombée il y a 200 millions d'années, qui faisait 1,5 km de diamètre, pesait 6 milliards de tonnes, et qui représentait une énergie d'impact de 14 fois l'explosion d'Hiroshima. Et donc, qui détruit, a creusé un cratère de 20 km. Alors évidemment, on ne voit pas le cratère comme en Arizona, parce qu'il y a la végétation, il y a l'eau, etc. Mais on retrouve maintenant la forme du cratère. Et récemment, depuis 6 mois, il y a une équipe de Français, pilotée par un Français, qui fait des forages et qui a réussi à avoir 500 mètres de carottes de prélèvement. Donc vous allez voir certainement dans la presse, je m'espère, une analyse de ces carottes qui sont faites à Rochechouart, un petit peu à l'ouest de Limoges. Donc ça, c'est trop gros. Lorsqu'on passe de la tonne au kilo, ça passe. Donc les météorites, ce sont de l'ordre du kilogramme. On a 20 000 météorites dans les collections, dans les tiroirs des muséums. 3 à 4%, la plupart de ces météorites, c'est des cailloux ou des bouts de fer. 3 à 4% de ces météorites contiennent de la matière carbonée, donc de la chimie du carbone que nous recherchons. La championne est certainement une météorite qui est tombée en Australie à Murchison, ici, et qui contient au moins 8, qui contient plus de 70 acides aminés, dont 8 font partie des 20 acides aminés qui constituent les protéines des systèmes vivants. Donc la preuve est faite que les acides aminés peuvent être fabriqués dans l'espace, apportés sur Terre par les météorites, et même dans certaines de ces météorites, il y a plus d'acide aminé gauche que d'acide aminé droit. Alors, vous savez peut-être que la vie est dissymétrique. Nous sommes dissymétriques morphologiquement, puisque j'ai une main gauche, enfin vous aussi, une main gauche et une main droite, et au niveau moléculaire aussi, il y a des symétries, puisque les acides aminés, les briques du vivant des protéines, ils existent sous deux formes, une forme gauche, une forme droite, et la vie terrestre n'utilise que la forme gauche des protéines. Ça n'a rien de politique, hein, mais c'est comme ça. Et donc, c'est Pasteur le premier qui a dit la dissymétrie moléculaire est certainement la seule ligne de démarcation entre l'inerte et le vivant. Donc déjà, Pasteur avec, entre autres, des idées brillantes, dont l'importance de la dissymétrie moléculaire. La dissymétrie, c'est comme vous êtes dans une vallée, vous arrivez ici, là ça devient vivant, il faut choisir une des deux vallées, la vallée gauche ou la vallée droite. Vous ne pouvez pas rester sur la crête, vous ne pouvez pas être dans les deux vallées en même temps. C'est exactement comme la circulation automobile. Il faut choisir son sens de circulation. Vous circulez à gauche ou à droite comme dans les pays civilisés, mais pas à gauche et à droite. Donc il faut choisir son côté et s'y tenir. Ça, je passe. Là, c'est le kilo. Donc lorsque l'on passe du kilo au gramme, ça ne passe plus. Les météorites de l'ordre du gramme, ça fait les étoiles filantes qu'on voit en été, etc.
Donc, grammes, c'est pas bon, mais quand on passe de grammes au milligramme, ça passe bien. Ce sont des micrométéorites. Et donc, c'est une équipe de Français qui était pilotée par Michel Morette, avec qui on a collaboré, qui a un caractère très, très fort, mais avec qui je m'entendais, néanmoins, parce que, bon, c'est comme ça. Et donc, à partir de la collecte ça, ce sont des micrométéorites. Tout ce qui est noir, c'est extraterrestre. Alors, tout ce qui est blanc, c'est terrestre, ça ne nous intéresse pas. Et certaines sont brillantes ici. Donc, celles-là ont fondu. La plupart de ces micrométéorites ne fondent pas en traversant l'atmosphère. Donc, on arrive à partir du bombardement de la Lune, qui a gardé toutes ces cicatrices du bombardement, on peut remonter au bombardement de la Terre, estimer la quantité de micrométéorites qui est tombée pendant la phase de bombardement de la Terre sur 200 millions d'années. On arrive à une couche de 30 mètres de goudron sur l'ensemble du globe, de matière carbonée, organique, un peu comme du goudron, marée noire, et qui est probablement une des sources de carbone qui, en tombant dans les océans, a permis le départ de la vie sur Terre. D'où viennent ces micrométéorites? Les Américains ont lancé une mission Stardust qui a été collecter des grains d'une comète Wild 2, et qui les a ramenés dans le désert de l'Utah. Et donc, il y avait du gel qui permettait de capturer les grains. Et donc, l'analyse de ces grains a montré que ces grains ressemblent vraiment beaucoup à des micrométéorites. Donc, les micrométéorites sont très probablement d'origine cométaire. Donc, vous voyez tout de suite le gros intérêt, et c'est une des raisons de la mission Rosetta, qui a été financée grâce à nos impôts, mais pas terriblement, puisque ça représente 2 € par Européen. Donc, et pour 2 € de vos impôts, de nos impôts, parce que je paye aussi les impôts, nous avons réussi, l'Europe, et vive l'Europe, l'Europe spatiale marche bien, on dit pique-pente de l'Europe, mais au moins l'Europe spatiale marche bien. On a réussi à faire une mission exceptionnelle qui consiste à envoyer une sonde à la poursuite d'une comète, Churyumov-Gerasimenko, c'est le nom des 2 découvreurs. Hein. Donc si vous voulez passer à la postérité, découvrez une comète et puis elle pourra porter votre nom. Donc Churyumov-Gerasimenko, en abrégé Tchouri, dont j'ai déjà parlé. Alors, il n'y avait pas assez d'énergie pour aller directement partir à la chasse de la comète qui est là. Donc, la sonde, pendant 10 ans, a parcouru 7 milliards de kilomètres, en passant d'abord en orbitant autour du Soleil, en passant 3 fois près de la Terre pour acquérir une accélération gravitationnelle et une fois autour de Mars pour acquérir. Alors, admirez le calcul, pour ceux qui n'aiment pas les mathématiques, admirez le calcul des trajectoires, parce que si vous passez trop près de la Terre, vous rentrez dans l'atmosphère. Si vous passez trop loin, vous rebondissez. Il faut passer pile poil, juste il faut pour rattraper un coup d'élan. 3 fois autour de la Terre, 1 fois autour de Mars, et ensuite elle est partie à la chasse de la comète qu'elle a récupérée. Et elle s'est mise en orbite autour de la comète avec un petit donc en analysant la comète et avec un petit atterrisseur Philae qui avait la taille d'une machine à laver, qui pesait 100 kg, mais comme la comète est petite, 4 km sur 3, la gravité est tellement faible que les 100 kg pesaient 1 gramme. Donc il fallait, sur une comète qui file à 20 000 km à l'heure, avec un orbiteur qui tourne autour de la comète, envoyer une machine à laver à un endroit bien précis sur la comète. OK? Et l'endroit visé était là. Regardez le petit cœur, la dépression en forme de cœur qui est là. L'endroit visé était le point J, paf, ici. Et l'impact s'est fait ici. Regardez où est hop, on était à 100 mètres du point visé. Exploit technologique. La machine à laver avait un petit moteur à gaz qui devait plaquer la machine à laver sur... Enfin, ce n'est pas une vraie machine à laver. Qui devait plaquer Philae, parce que personne ne va laver le linge sur une comète. Bon. Un petit moteur à gaz qui devait plaquer la Philae sur la sonde. Au bout de 10 ans, on pense que le gaz s'est échappé du moteur à gaz. Donc, le moteur à gaz n'a pas fonctionné. Ensuite, il y avait des harpons qui devaient harponner. Et les harpons n'ont pas harponné. Donc, la sonde a rebondi 2 fois pour aller se flanquer d'une manière... Là, voici les 2 rebonds, les 2 rebonds qui ont été filmés pour aller se flanquer dans une crevasse ici. 2 guingois, une patte en l'air,
avec donc impossibilité de forer la glace et impossibilité d'orienter les panneaux solaires pour recevoir l'énergie solaire pour recharger les batteries. Donc, heureusement, pendant le premier rebond, l'instrument qui devait analyser les carottes était ouvert en mode mesure, et donc il a reniflé des éclaboussures au moment du rebond. Et dans les éclaboussures, on a trouvé quand même toutes ces molécules ici, donc c'est un demi-échec, puisque nous, on espérait bien être capable de forer et d'analyser vraiment tout ce qu'il y avait au cœur de la comète. Donc, le bilan, c'est que 16 molécules ont été détectées par Philae. La glycine, l'acide aminé le plus simple qui constitue les protéines, a été détecté par Rosetta dans la chevelure de la comète. De la matière carbonée très complexe, qui ressemble à ça, mais ne vous effrayez pas, personne n'est capable de faire la structure, de savoir exactement ce que c'est. De l'eau cométaire est différente, mais ça j'ai déjà dit, de l'eau des océans. Les comètes auraient fourni une grande partie du xénon atmosphérique, mais ça, ce n'est pas capital. Et détection du dioxygène, alors c'est plus intéressant parce que l'oxygène qui a été détecté ne peut pas provenir du noyau. Et donc, ça doit être dans la comète, ne peut pas provenir, par exemple, de la photodissociation de l'eau de surface. Donc, c'était à l'intérieur de la comète, et on pense que ça pouvait provenir, ça a été pris au moment de la formation de la comète, et peut-être avant la formation du système solaire. Donc, c'est peut-être de l'oxygène qui était présolaire. Mais pour l'instant, on n'en sait pas. Non, c'est comme un bilan extraordinaire, avec un exploit technologique extraordinaire, dont nous devons être fiers. Et nous en sommes fiers. D'où viennent cette matière organique qui est détectée dans la météorite et dans les micrométéorites? Alors, avec des collègues néerlandais, on a fait des expériences en laboratoire. En irradiant des glaces, on a mimé la chimie qui se produit donc dans l'espace, et on a réussi à synthétiser 16 acides aminés, dont 6 font partie des 20 acides aminés protéiques. Donc, la preuve est faite que quand on imite la chimie du milieu interstellaire, on arrive à fabriquer des acides aminés. Alors, est-ce que ces acides aminés peuvent voyager dans les micrométéorites? On a donc, et c'est quelque chose que j'ai dit ici avec l'Agence spatiale européenne et le CNES, des expositions. Donc, on expose des acides aminés sur des satellites russes automatiques, photons, dans une petite casserole qu'on appelle Biopan, la casserole biologique. Et donc, la casserole s'ouvre dans l'espace, ça reste 15 jours, ça revient sur Terre. Et on a eu un vol sur la station Mir avant qu'elle ne soit détruite. On a eu 3 vols sur la station internationale. Et ce que l'on peut dire, c'est que le voyage est possible si on protège les acides aminés par un petit peu de poudre météoritique, donc de 5 millièmes de millimètre, c'est suffisant pour protéger. Donc, le voyage est possible. Et donc, ça conforte l'idée d'une production d'acides aminés fabriqués dans l'espace et apportés sur Terre, puisqu'on arrive à les synthétiser en mimant la chimie interstellaire, et on arrive à mimer le voyage dans l'espace. Mais ça, ce n'est pas vivant encore, hein. Ce sont les ingrédients. Donc, comment peut-on faire vivre ces ingrédients? Et pour les faire vivre pendant très longtemps, donc en 1953, Miller a fait l'expérience, donc fabrication des briques, on s'est dit, à partir des briques, on pourra faire des murs, à partir des murs, on fera une maison, à partir de la maison, on fera un lotissement, on pourra recréer la vie en tube à essai. Eh bien, donc, au départ, on a pensé que la vie avait démarré sous les traits d'une cellule. Alors, tous les systèmes vivants, que ce soit les plantes, les animaux, les puces, les éléphants, fonctionnent sur le même principe de la cellule, donc le même moteur biologique. Et donc, à partir de... Donc, il faut réunir dans un même ensemble de l'ARN, qui est le cousin de l'ADN, des protéines, des membranes. Ça paraît maintenant irréaliste, parce que déjà l'ARN n'est pas stable, et qu'avoir cette rencontre quasi miraculeuse de ces 3 constituants dont on ne comprend pas très bien comment ils ont pu se former, c'est irréaliste. Donc on pense que ça a été précédé. Entre-temps, les biologistes nous ont dit, c'est plutôt les biologistes qui insistent sur la cellule, hein. Bon, nous, parce qu'ils considèrent que plus simple que la cellule, c'est dégrader la vie. Bon, nous, chimistes, on n'a pas des concepts aussi étroits. Et donc, ils nous ont dit que certains ARN sont... Ça conteste, non? Certains ARN sont capables d'être à la fois la protéine et l'ARN. Ce sont les ribosymes. Et donc, ce monde cellulaire aurait pu être précédé par un monde dit d'ARN.
peut-être un monde de virus, hein, des ancêtres de virus, qui à l'époque auraient dû être autonomes, puisque le système, pour être vivant, doit être capable d'autoreproduction et d'évolution. Pour nous, est considéré comme vivant à minima tout ce qui est capable de faire de l'autoreproduction et de l'évolution. Et donc, aujourd'hui, les virus, contrairement à ce que certains affirment, ne sont pas vivants pour nous, humbles chimistes, parce que les virus, aujourd'hui, sont parasites. Ils sont incapables d'autoreproduction, donc ils ne sont pas vivants. Mais peut-être qu'il y a 4 milliards d'années, ils étaient vivants. Ça, on n'en sait rien. Donc, et on a un sérieux problème pour la synthèse simple, spontanée, dans l'eau d'ARN. Donc, on pense que ça peut être précédé par des robots chimiques capables donc de saisir des pièces dans une hypothèse d'une vie, ce qu'on appelle hétérotrophe, donc une espèce de soupe primordiale, où vous avez des pièces de robots qui sont des molécules organiques qui sont dans l'eau, qui se reconnaissent, qui s'assemblent pour former un petit robot capable de prendre des pièces pour faire un robot à son image. De temps en temps, le robot se plante, il fait un mutant qui est plus efficace, qui prend le dessus. C'est l'évolution. Donc, c'est ce que... Et tout ça à partir de molécules. Donc, ce sont des robots qui sont faits à partir de molécules qui sont déjà toutes faites. Hein. Donc, ce qu'on appelle des hétérotrophes. C'est comme nous, hein, les acides aminés, on ne les fabrique pas, on les mange fabriqués par les plantes ou les animaux. Et donc, le problème, c'est le sucre. Pour nous, l'enfer, c'est le sucre. Il n'y a pas que pour les gens qui mangent trop de sucre. Lorsque l'on essaye de faire de la synthèse de sucre dans des conditions simples, à partir de formaldéhyde, le sucre que l'on recherche, c'est le pic numéro 8, c'est celui-ci. Okay, donc, il est noyé dans une forêt de pics d'autres sucres qui ne sont pas intéressants pour démarrer la vie. Donc, là, on a un sérieux problème au niveau du sucre. Récemment, certains sucres ont pu être obtenus en mimant la chimie interstellaire, donc ça c'est intéressant, bien qu'on ne trouve pas de sucre dans les météorites pour l'instant. Donc ça c'est l'expérience qui est faite à Marseille en collaboration avec Paris. Et un Anglais, alors quand on va faire, ça c'est un morceau d'ARN, donc il y a un phosphate, phosphore ici, il y a un sucre, le fameux sucre qu'on n'aime pas, et ici il y a une base qui sert à faire les interactions. Et donc, jusqu'à présent, les chimistes essayaient de coller la base au sucre et ensuite de coller le phosphate. Et quand on colle le phosphate après, la base fout le camp. Donc, c'est compliqué. Donc, il y a un Anglais qui a dit c'est pas la peine de démarrer avec des blocs tout faits, on va démarrer avec des précurseurs. Donc, mais on se demande si ce type de chimie est vraiment prébiotique dans les océans primitifs. Donc, ça bouge du côté chimie, mais il n'y a pas de gros progrès qui sont faits actuellement. En ce qui concerne pour les mini-protéines, c'est plus facile, hein, parce que les acides aminés, comme j'ai déjà dit, ils sont déjà présents dans les météorites, dans la météorite du Murchison en particulier. On arrive à les faire en mimant la chimie interstellaire. Et ça, c'est un exemple que je trouve intéressant. C'est un Japonais. Alors, ici, vous reconnaissez la Rainbow. Donc ici, on est à 200 degrés, 250 degrés, et là, on a 4 degrés. Au fond des mers, il fait 4 degrés, donc il y a une trempe thermique. Très rapidement, le système passe de 200 degrés à 4 degrés, il y a une trempe thermique. Et donc, la trempe thermique a des vertus chimiques particulières, et c'est un ami japonais qui construit une énorme machine où il fait passer un fluide à haute température, haute pression, à 0 degré, haute pression, et il fait tourner. Quand on ne tourne pas, la glycine, l'acide aminé est détruit. Quand on fait tourner, il arrivait à faire un collier avec 2 perles. Alors il me dit, écoute André, je suis désolé, j'ai fait une usine à gaz et je fais juste un petit collier à 2 perles. Alors c'était dans un aéroport, j'ai dit, écoute, Koichiro, tu devrais ajouter un peu de chlorure de cuivre, parce qu'on sait en chimie que le chlorure de cuivre, ça aide la chimie. Alors, il met du chlorure de cuivre, et au lieu d'un collier à 2 perles, il a fait un collier à 8 perles. Il me dit, formidable, André, c'est génial, et on va faire un article dans Science, qui est la revue la plus prestigieuse, et je te mets comme co-auteur. C'est la seule façon où j'ai réussi à faire un article dans Science en disant simplement, mets un petit peu de poudre de perle à pimpin. Mais bon, il faut dire aussi qu'il est sympa parce qu'il aurait pu à la fin, ou bien ne rien dire du tout, ou bien me dire je remercie André Bras pour avoir dit que... Non, il m'a dit je te mets co-auteur. Et puis Science, c'est costaud. On va de plus en plus maintenant vers ce qu'on appelle la chimie on the rocks. C'est-à-dire qu'on essaye d'éviter d'être dans l'eau
Parce que dans l'eau, on a trop de degrés de liberté, et trop de degrés de liberté, c'est pas bon. Donc on essaie de travailler sur des surfaces minérales, comme ça, ici. Et donc là, s'il n'y a pas de chimiste dans la salle, je passe rapidement. Mais simplement, dans l'eau pure, il y a 6 degrés de liberté. Les molécules, elles bougent en X, Y et puis en Z. Donc il y a 3 comme ça. Et elles peuvent tourner autour de chaque axe. Donc ça fait 6 degrés de liberté. Quand on est collé sur une surface, on passe de 6 à 2, puisqu'elles ne peuvent plus tourner et puis elles ne peuvent pas s'écarter. Donc, et ça défavorise. Quand on est trop libre, c'est l'hydrolyse, donc les ciseaux qui coupent les molécules plutôt que de les coller. Donc quand on réduit les degrés de liberté, on émousse les ciseaux de l'eau et donc ça permet d'avoir des réactions de collage. Pour faire simple, hein. S'il y a des chimistes, ils doivent considérer que c'est hérétique. Donc ça c'est. Alors il y a une autre. Là je vous ai parlé de la soupe primordiale. Donc le petit robot, il prend des pièces toutes faites qui tombent du ciel ou d'ailleurs dans l'eau des océans. D'autres pensent que c'est pas du tout ça, que c'est un départ de la vie, que les molécules se sont formées directement à partir de CO2 pour former ces molécules-là sur des surfaces minérales. C'est une origine autotrophe. Alors là pour l'instant on n'a pas beaucoup de faits expérimentaux qui seraient plutôt. Donc, on considère plutôt que ça reste encore la soupe primordiale. Même ceux qui n'aiment pas trop la soupe considèrent que c'est plutôt l'hypothèse de la soupe primordiale qui a démarré la vie sur Terre. Alors, pour enfin aborder la question de savoir où peut-on trouver la vie extraterrestre, alors où trouver de l'eau et la chimie du carbone? Vous avez compris que c'était vraiment le Graal que l'on recherchait, de l'eau à l'état liquide, de la chimie du carbone. Alors évidemment, dans le système solaire, c'est le plus simple, notre premier site, c'est bien sûr Mars. Aujourd'hui, je peux vous affirmer qu'il y avait des océans à la surface de Mars. Donc on a des photos magnifiques de lits de rivières asséchés, photos qui ont été prises par Mars Express, un orbiteur martien européen, autre cocorico européen. Donc on a un orbiteur européen qui prend des photos magnifiques en stéréo de Mars, ce type de photos. Ici, on a Libia Montes, une magnifique vallée. Ici, on a presque envie de prendre son sac et d'aller randonner. Le spectromètre Oméga à bord, donc Oméga, c'est encore un instrument français qui est piloté par Jean-Pierre Bibring à Orsay et qui a trouvé beaucoup d'argiles. Et les argiles en bleu, les argiles ne peuvent être produites que par l'altération par de l'eau à l'état liquide de phyllosilicate. Donc la présence d'argile signe aussi la présence passée d'eau. Alors les arguments chimiques, s'il y avait de l'eau, s'il y avait des océans, il y avait forcément une atmosphère pour maintenir, souvenez-vous, il faut un couvercle. Et donc s'il y avait une atmosphère, il y avait forcément un frein pour les micrométéorites. Donc aucune raison pour que toutes les micrométéorites aient échappé à l'attraction de Mars. Et donc Mars a été arrosé, les océans de Mars ont été arrosés par une pluie de micrométéorites comme la Terre. Donc la chimie étant reproductible, c'est comme la cuisine, hein. Si vous faites une recette simple, vous êtes sûr de réussir. Donc les conditions qui ont démarré la vie sur Terre étaient probablement remplies à la surface de Mars lorsque Mars était jeune. Les océans, on pense qu'ils ont disparu il y a environ 3,8 milliards d'années. Mais entre Mars était habitable plus tôt que la Terre, planète plus petite se refroidit plus vite, donc les océans étaient présents plus tôt que sur la Terre, donc la vie a pu démarrer sur Mars, et donc encore faut-il trouver des vestiges. On a l'eau. Alors les Américains, en 1996, ont fait une énorme campagne de publicité en disant « Nous avons trouvé une nanobactérie fossilisée dans une météorite martienne ». On a beaucoup de météorites martiennes, il y en a environ 79, et ils ont dit « Ça, c'est une bactérie martienne ». Alors, entre-temps, on leur a dit, mais écoutez, non, ça c'est simplement de la contamination, c'est de l'eau qui est rentrée dans une faille de la météorite, puisqu'on a une météorite qui est tombée à Tataouine. Alors Tataouine, c'est dans le sud tunisien, pour ceux qui se souviennent, c'était un bagne de la Légion,
Et donc à Tataouine, il y a une météorite qui est tombée, elle a été vue tomber, il a été ramassé, envoyé à Paris tout de suite au muséum, c'est ce qu'il faut faire si une météorite tombe à Angers. Donc ce n'est pas une météorite intéressante, c'est un caillou, enfin il n'y a pas de carbone à l'intérieur. Mais elle est tombée il y a 60 ans, les gens sont retournés sur place, donc elle avait été bien repérée l'endroit, comme elle avait été vue tomber, et il y a toujours des éclats de la météorite, et dans les éclats, il y a ce type de structure qui n'existe pas dans la météorite collectée il y a 60 ans. Donc ça veut dire que même dans le désert du sud tunisien, on arrive à générer ce genre de fake news, j'allais dire. Donc, fausse nouvelle, ceci n'est pas une bactérie martienne fossilisée. Alors, les Américains ont dit, oui, mais il y a un cristal de magnétite, oxyde de fer, qui n'est connu sur Terre que fabriqué par les bactéries et par les oiseaux. Ça leur permet de s'orienter dans le champ magnétique terrestre. Et ça n'existe que venant du vivant. Et évidemment, il y a un chimiste qui a réussi à faire ce type de cristal sans passer par ni les oiseaux ni les bactéries. Donc aujourd'hui, plus personne ne considère qu'il y a... On aurait bien aimé qu'il y ait une trace de vie sur Mars, mais en fait non, il n'y a pas. Ceci n'est pas une bactérie martienne. Et ceci n'est pas non plus un cristal de magnétite fabriqué par une vie martienne. Alors, à partir de là, en général... les météorites ne sont ramassées que parce qu'elles ont une croûte de fusion. Une croûte de fusion, c'est l'entrée atmosphérique fait fondre un peu la météorite, donc elle est brunâtre, noirâtre. Et donc, pour que ça fonde, il faut que ça soit une roche volcanique ignée. Donc, et la question, on sait qu'il y a des sédiments sur Mars, des roches sédimentaires. Donc, ce qui serait bien, c'est de voir une météorite sédimentaire. Donc, j'ai fait une proposition à l'Agence spatiale européenne en disant ça serait bien de mettre dans un bouclier thermique d'un satellite russe automatique Photon du calcaire pour voir si le calcaire résiste à l'entrée atmosphérique, si on pourrait avoir un calcaire martien qui résiste à l'entrée atmosphérique. Et le référé, donc le juge qui a jugé la demande, la réponse est refusée, totalement ridicule, parce que votre calcaire va être détruit. Bon, alors ça, ce n'est pas une réponse de scientifique, parce que la plupart du temps, vous faites une expérience pour voir. Même si ça paraît farfelu, vous la faites quand même. Alors je me suis dit, mais les météorites qui traversent l'atmosphère est riche en oxygène, donc on n'a jamais la météorite avant l'entrée atmosphérique. Est-ce qu'il n'y aurait pas un échange isotopique au moment de la traversée atmosphérique de l'oxygène? Et je refais ma demande, étude de la transformation isotopique de l'oxygène au cours de l'entrée atmosphérique, et le référé pour lui, oui, formidable, faites expérience. Évidemment, on a mis des calcaires, d'accord, mais on a mis un basalte quand même, pour faire de l'échange isotopique. Et la bonne nouvelle, c'est que, le calcaire, sur 1 cm, n'a pas été totalement détruit pendant l'entrée atmosphérique. Il en est resté à peu près un tiers. Donc ça veut dire qu'on a peut-être sur Terre des météorites calcaires, sédimentaires de Mars, mais qu'on ne reconnaît pas comme des météorites parce qu'elles n'acquièrent pas la croûte de fusion. Comme c'est du calcaire, ça décrépite, on perd une partie, donc ça ne noircit pas. Mais bon. Et évidemment, on a quand même, par souci d'honnêteté, nous sommes quand même honnêtes, nous avons fait l'analyse isotopique et effectivement, il y a un petit peu d'échange isotopique de l'oxygène au cours du transfert. Donc, l'honneur était sauf, tout le monde était content, ça fait des beaux papiers, voilà. Alors, ça, c'est... Maintenant, les orbiteurs ont fait des magnifiques photos qui montrent la présence d'eau. Bon, maintenant, il faut gratter le sol pour voir si c'est la chimie du carbone. D'accord? Alors, on a eu pas mal de Viking, en 1976, n'a pas trouvé de molécules organiques carbonées à la surface de Mars parce qu'on sait que Mars n'a pas d'oxygène. Le sol de Mars est brûlé par le Soleil, par la radioactivité du Soleil, par les UV solaires. Donc le sol n'est pas un bon conservateur de ces molécules carbonées qui ont été apportées par les micrométéorites. Donc ensuite, il y a Opportunity et Curiosity et Mars Express, qui a été mentionné tout à l'heure. Et donc, la Mars Express, j'y ai participé. Donc, je peux dépasser un peu l'heure? Oui, je pourrais dépasser un peu l'heure.
Ça va? Parce que là, ça va. On a commencé à quelle heure? À 6 heures? Ah oui, ok. Bien, il faut que j'aille plus vite. Non, pas plus vite. Sinon, on passe au vote. Hein. Mars 96, grosse manip russe. Grosse fusée, beaucoup d'instruments français, destination Mars, objectif, finalement, le lancement échoue et plonge dans le Pacifique. Alors, rechercher l'eau du Pacifique, non, ça, c'est pas la peine. Donc, l'agence savait qu'on avait des instruments de rechange dans les laboratoires. Donc, et en 2003, Mars était relativement proche. Mars est souvent proche, enfin, Mars n'est pas sur la même distance de la Terre. Donc, en 2003, Mars était proche. Donc, l'agence spatiale européenne, toujours, a dit on va faire une mission rapide en 2003. Et il me demande de faire partie de Science Definition, donc le groupe de définition de la science à faire sur cette mission. Et les ingénieurs me disent, voilà, comme Mars est relativement proche, il nous reste 200 kilos, donc l'idée c'est de faire un orbiteur, hein, donc, et il reste 200 kilos en orbite. Alors, écoutez, 200 kilos, il faut faire un atterrisseur. Parce que regarder Mars de haut, c'est bien, mais gratter le sol, chercher la chimie du carbone, c'est mieux. Ah oui, mais l'Europe n'a jamais fait rien atterrir à la surface de Mars. Les Américains font soit un orbiteur, soit un atterrisseur, donc jamais les deux sur une seule mission. Et donc j'ai dû être persuasif parce qu'ils m'ont dit ok, on vous donne les 200 kilos, et quand on a eu les 200 kilos, les géologues nous ont dit oui, mais pour nous, Mars c'est une deuxième terre géologique, on va étudier les tremblements de terre sur Mars. Alors j'ai dit écoutez, tout le monde s'en fout des tremblements de terre sur Mars. Enfin bon, c'est intéressant, mais bon, c'est pas l'essentiel. Aller gratter le sol de Mars, c'est quand même bien mieux. Et ok, l'agence a dit ok, on vous le donne, mais on n'a pas d'argent. Donc, débrouillez-vous pour trouver l'argent. Donc, vous avez 200 kilos en orbite et c'est un Anglais, Colin Pillinger, qui a réussi à convaincre son gouvernement. Le loto anglais, il y avait un post-it, hein, jouer le loto anglais. Et puis, il y a un groupe de rock, Blur, qui a financé une partie de la mission et qui a composé une petite jingle, une petite musiquette qui était le premier signal à envoyer du sol de Mars. Donc, il devait passer. Beagle 2 devait atterrir le jour de Noël 2003 et émettre évidemment la petite musique le jour de Noël, c'était bien. C'était pas un Christmas Carol, mais enfin c'était une petite musiquette. Et on a écouté attentivement le jour de Noël, on n'a rien entendu. Donc la mission a été perdue. Certains disent que les Martiens n'aiment pas la musique de Blur. Mais bon, donc c'était Beagle 2, un petit bijou miniaturisé, mais qui n'a pas fonctionné puisqu'on pense qu'il s'est écrasé pour diverses raisons. On a retrouvé le parachute ici après, c'est un orbiteur américain qui a retrouvé le parachute ici, une partie de Beagle 2. C'était un échec, donc je me sens un peu coupable, puisque en assistant moi, peut-être qu'on n'aurait pas fait Beagle 2, mais j'aurais connu un Noël 2003 plus plaisant que celui que j'ai connu. Alors, Viking, comme déjà dit, n'a pas trouvé de molécules carbonées à la surface de Mars. Et alors, en même temps, en 2003, pendant que nous, on écrasait Beagle 2, les Américains posaient Opportunity et Spirit, avec succès. Et donc, on les a félicités, mais un peu à contre-cœur quand même. Et Opportunity s'est posé, alors, coup de chance formidable, à côté de sédiments, de roches sédimentaires, donc un fond de mare ou un fond d'océan. Donc c'est ce qu'on cherche vraiment pour chercher des fossiles. Et extraordinaire, il a trouvé dans ces sédiments des petites billes d'hématite, donc d'un oxyde de fer, que les Américains appellent blueberries, les myrtilles, mais enfin, ce n'est pas vraiment des myrtilles, et donc qui font moins d'1 millimètre de diamètre, et donc qui ne peuvent être formés qu'en présence d'eau. Donc ça confirme que ces sédiments ont été déposés au fond d'une petite mare d'eau. Et après 5 km
le petit robot est arrivé à côté du Victoria Crater. Et la question ce cratère, question posée au petit robot, ce cratère a-t-il été rempli par de l'eau jadis? Est-ce qu'il y a des blueberries, des myrtilles dans la falaise? Alors il arrive là, il regarde, il dit non, je ne descends pas, c'est trop profond, parce qu'il faut 20 minutes un signal envoyé de la Terre pour qu'il arrive au petit robot. Et donc il a plein d'indicateurs qui lui interdisent de prendre des risques. Donc tout était au rouge. Il dit ok, tu vas chercher ailleurs. Donc il a fait tout le tour, un quart de tour. Il dit non, ras-le-bol, reviens. Alors il est revenu sur ses pas, et ici, et comme souvent, c'est la première idée qui est la bonne, il est descendu, il a pris cette photo magnifique de la falaise, et dans la falaise, il y a des myrtilles. Il y a des myrtilles, donc ça veut dire que ce cratère était rempli par de l'eau. Je trouve que cette expérience est fantastique. Au moins, elle enthousiasme les collégiens à qui je raconte cette histoire. Elle m'enthousiasme aussi. La dernière sonde, le dernier robot à la surface de Mars, c'est Curiosity. Et c'est un énorme robot. Et alors, qui va chercher évidemment les molécules organiques carbonées, les traces de vie, les oxydants. Et c'est tellement gros que ça ne peut pas descendre uniquement avec un parachute et avec des airbags. Donc, il pratique la Sky Crane, donc c'est une grue de l'espace qui a descendu au bout de câbles. Et simplement pour vous impressionner, voici Curiosity qui pèse 899 kg. Donc, les Américains ont réussi à poser l'équivalent d'une Twingo à la surface de Mars. Ça, ce sont des Américains normaux, hein, donc ce n'est pas des nains. Hein, donc c'est plus haut, c'est plus gros qu'un homme, c'est extraordinaire. Et ce qu'il a trouvé, alors, il faut se méfier des annonces des revues de presse qui disent Curiosity a trouvé tous les éléments nécessaires au démarrage de la vie sur Mars. Alors, quand vous lisez, tous les journalistes me téléphonent et disent ça y est, monsieur Braque, on a trouvé la vie sur Mars. J'ai dit non, mais regardez bien, lisez avec attention ce qui est écrit en tout petit en dessous. Vous verrez que ce ne sont pas des vraies molécules, ce sont tous les éléments atomiques. Donc il y a carbone, hydrogène, azote, etc. Mais ce ne sont pas des molécules. Donc on n'a pas encore trouvé de molécules organiques, donc avec plusieurs carbones qui pourraient constituer les prémices d'une vie martienne. L'Europe n'est pas en reste puisque l'Europe a lancé ExoMars en 2 étapes. ExoMars 2016, un orbiteur et un atterrisseur. L'orbiteur doit servir de relais pour la mission suivante, l'atterrisseur suivant, et puis analyser l'atmosphère de Mars. Mais avec un petit atterrisseur, Schiaparelli, qui lui devait démontrer la capacité des Européens à poser un robot à la surface de Mars. Ce petit robot s'est écrasé, encore. Écrasé parce qu'un instrument a mal fonctionné pendant moins d'une seconde, genre altimètre, qui a donné une altitude négative. Donc le robot s'est dit, mince, je suis arrivé, même en dessous du sol, donc il faut tout arrêter, et donc ça a été perdu. Et par contre, la mission suivante, c'est 2020 ou 2022, et je pense que là, ce qui est intéressant, c'est que, bon, il sera bourré d'instruments, mais il y aura surtout une foreuse qui va forer en principe jusqu'à 2 mètres de profondeur pour passer la couche oxydée et rechercher ce qu'il y a sous cette fameuse couche oxydée qui n'est pas un bon conservateur. Donc rendez-vous en 2022 pour les résultats encore d'une mission, en croisant les doigts. Donc je vous demande de croiser les doigts, plus on sera à croiser les doigts, plus on aura de chance que l'atterrisseur se pose bien, parce qu'il sera lourd et ça suffit maintenant, les petits robots européens qui s'écrasent sur la surface de Mars, ras-le-bol. Les Américains vont envoyer une mission en 2020. Initialement, ils devaient faire avec nous, mais finalement, ils ont dit non, on va faire bande à part, parce qu'ils aiment bien, ils n'aiment pas partager, quand ça marche, ils n'aiment pas partager les bénéfices de l'opération. Donc là, ils vont faire une mission qui va être intéressante parce qu'ils vont remplir un conteneur avec des échantillons qui sont ramenés sur Terre 2 ans plus tard. Donc, collecte d'échantillons et préparer des missions humaines, des missions habitants. Donc, l'objectif maintenant, c'est de ramener des échantillons de Mars et à plus long terme, d'envoyer des humains sur Mars.
Alors, pour les humains sous-marins, j'en parle pas, mais je ne vous conseille pas de vous inscrire. C'est prématuré. Donc, si vous êtes inscrit, vous vous désinscrivez pour le premier vol sur Mars. Ensuite, après Mars, nous avons Europe. Europe est couverte de glace. Europe est une lune de Jupiter. Donc, Jupiter n'est pas bon, mais sa lune, Europe, est couverte de glace. Sous la glace, il y a un océan d'eau salée. Donc, on a l'eau, il n'y a plus qu'à avoir la chimie du carbone. Alors, pour avoir de la chimie du carbone, il faut qu'il y ait des geysers sous-marins. Et on ne sait pas aujourd'hui s'il y a des geysers sous-marins. Il y a une mission européenne encore qui va... Ah, mais je suis impatient. Il y a la mission JUICE pour Jupiter Icy Moons Explorer qui va survoler Europe et qui va essayer de voir si le cryovolcanisme des remontées de glace sont effectivement, avec des dépôts, sont effectivement poussés par des geysers. Donc on en saura plus. La mission est prévue en 2030. Il faut être patient. Il faut à peu près presque 10 ans pour préparer une mission, entre la décision et la préparation, l'envoi, etc. Donc il faut être patient. Titan, donc on passe de Jupiter à Saturne. Titan est une lune de Saturne et qui, alors elle est couverte de chimie du carbone. Alors là, on a la chimie, mais on n'a pas l'eau parce qu'il y fait trop froid, 90 K, donc il fait moins 160 degrés, donc, ou 180 degrés. Donc c'est beaucoup trop froid. Huygens, une petite sonde européenne qui a traversé l'atmosphère de Titan, s'est posée sur Titan, a trouvé des blocs de glace. Mais comme il fait très froid, ce n'est pas de l'eau liquide. Donc on n'est pas difficile, il nous faut que de l'eau liquide et la chimie du carbone. Là, on a la chimie du carbone, on n'a pas l'eau. On a peut-être l'eau. À l'intérieur de Titan, il y aurait peut-être des poches d'eau qui pourraient être intéressantes. Pour l'instant, on n'a pas de preuve de la présence de ces poches d'eau. Il y a un liquide, c'est du méthane liquide, éthane liquide. Il y a d'énormes lacs, des mers de méthane liquide. Pensez à la joie des pétroliers s'ils pouvaient s'approprier ce méthane liquide. Ceci est une île qui fait 150 km, et ça, c'est une mer d'éthane, méthane liquide. Mais le méthane liquide n'a pas l'éthane liquide n'a pas les propriétés de l'eau liquide. Donc, l'apparition d'une vie dans ces océans est peu probable. Ensuite, on a Encelade. Encelade est une autre lune de Saturne. Et là, il y a sur le pôle sud des geysers de grains de glace, de molécules organiques, molécules carbonées. Donc, c'est probable que ça provient d'une poche d'eau à l'intérieur de cette lune. Et donc, ça, c'est tout ce qu'on a dans le système solaire. Il est un peu bizarre. Donc, quand on sort du système solaire, la bonne nouvelle, c'est que la chimie organique que nous recherchons est universelle. Les radioastronomes ont détecté plus de 100 molécules à base de carbone et ils ont du mal encore à détecter la glycine, le plus simple des acides aminés. Il y a une controverse, mais pour des raisons techniques, parce que c'est difficile à détecter. Donc, maintenant qu'on a la chimie du carbone, il suffit de chercher un site où il y a de l'eau liquide, donc une planète qui soit ni trop petite, ni trop grosse, ni trop près, ni trop loin de l'étoile. On est d'accord. Alors, actuellement, les astronomes ont deux méthodes essentiellement pour détecter ce qu'on appelle les exoplanètes, donc les planètes qui se situent au-delà du système solaire. C'est la méthode dite des vitesses radiales. Donc, lorsque vous avez, c'est simple, hein, tout sur le papier, tout est simple. Vous avez une étoile, ici, avec une planète qui gravite autour de l'étoile. La planète n'a pas une orbite parfaitement circulaire et parfaitement... donc, elle est un peu décentrée. Quand elle est par là, elle tire un petit peu l'étoile. Tous les corps s'attirent, hein, ça c'est depuis Newton. Donc, elle tire un peu l'étoile. Lorsque l'étoile part de l'observateur, la lumière est un peu plus rouge, effet Doppler. Lorsque l'étoile revient, la lumière redevient un peu plus bleue, et donc cette différence de lumière permet de détecter les planètes. Mais elle détecte les grosses planètes qui bougent l'étoile. Et les grosses planètes, ça ne nous intéresse pas, elles sont gazeuses, pas d'océan. Il y a une deuxième méthode, dit les transits.
petite éclipse qui est produite par le passage de la planète devant l'étoile. Alors, les astronomes ne sont pas gens patients. Donc, ils voient les planètes qui passent souvent devant l'étoile. Si elles passent souvent de l'étoile, c'est qu'elles sont proches de l'étoile. Vous dormez, quoi. Proches de l'étoile. Si elles sont proches de l'étoile, elles sont trop chaudes. Mais la bonne nouvelle, c'est que des étoiles comme le Soleil, dans la Voie lactée, il n'y en a que 10%. La plupart des étoiles, ce sont des naines rouges, donc elles sont beaucoup moins chaudes que le Soleil. Donc on peut s'approcher beaucoup plus près sans se brûler les ailes. Et donc actuellement, les astronomes ont découvert 3557 planètes au-delà du système solaire. Parmi celles-ci, 44 semblent être habitables. Et voici celles qui sont classées, les 13 qui sont les plus proches du Soleil. La plus proche est à 4,2 années-lumière. C'est Proxima du Centaure B. Alors, 4 années-lumière, ça ne vous dit rien, mais ça fait quand même 40 000 milliards de kilomètres. D'accord? Et actuellement, donc, c'est la planète qui serait la plus proche. Une mission mettrait 20 000 ans pour aller autour de la planète Proxima b. Et donc, feu Stephen Hawking et Zuckerberg de Facebook ont lancé un projet qui consiste à envoyer une carte de visite poussée par un gros laser terrestre et ensuite poussée par le vent solaire jusqu'à Proxima b. Et donc, normalement, si tout se passe bien et si la manip se fait, prendre une photo et renvoyer le signal. Alors le signal, ça va à la vitesse de la lumière, ça va plus vite que le vol pourra y aller. Et donc on aurait la réponse en 2061. Donc je reviendrai en 2061 vous donner le résultat de la photo. Ça m'étonnerait. On a trouvé, vous avez certainement vu, au TRAPPIST, on a 7 planètes qui sont autour de TRAPPIST d'une étoile, et donc il y en a 3 qui se trouvent dans la zone dite habitable où il y a possibilité d'avoir de l'eau liquide. Donc c'est intéressant. Et alors, comment savoir si ces planètes habitables sont habitées? Alors ça, c'est plus difficile. Il y a, pour l'instant, basé sur le fait que tout l'oxygène que nous respirons a été produit par la vie terrestre, soit par les cyanobactéries qui pratiquent la photosynthèse oxygénique, soit par les plantes. Donc si dans l'atmosphère de la planète il y a beaucoup d'oxygène, d'ozone, s'il y a beaucoup de vapeur d'eau et s'il y a beaucoup de CO2, c'est probablement qu'il y a sur cette planète des micro-organismes qui pratiquent, ou des plantes, qui pratiquent la photosynthèse oxygénique. Donc on ne comprend pas comment est-ce que de grosses quantités d'oxygène pourraient être fabriquées sans la présence de vie. Alors comment voir si cette vie, cet oxygène... Alors il y a 2 méthodes. Une méthode, encore une fois simple sur le papier, la planète est chauffée par l'étoile. Donc, et puis elle va rediffuser un peu d'infrarouge vers nous. Cet infrarouge qui est renvoyé par la planète, elle traverse l'atmosphère, donc elle voit les molécules qui sont dans l'atmosphère. Mais la chaleur qui est renvoyée par la planète est très très petite par rapport à la chaleur de l'étoile. Donc c'est comme si on regardait depuis Angers une bougie à côté d'un phare marin allumé à Marseille. Et il faut éteindre le phare. Et les astronomes pensent qu'on peut éteindre le phare par interférométrie, en mettant 5 télescopes dans l'espace, capables, par une astuce de physicien, d'éteindre le phare et de ne regarder que la bougie. Pour l'instant, l'agence, parce qu'on n'avait pas assez de candidats éligibles pour ce type de manip, donc la mission n'est pas... Et puis c'est cher, 5 télescopes, il faut qu'ils soient réglés au millimètre près. Donc la mission n'est pas décidée. L'autre méthode consiste à regarder la lumière de l'étoile lorsqu'elle traverse l'atmosphère de la planète qui passe devant. Et ça, c'est beaucoup moins cher et ça, c'est prometteur. Donc là, on pense qu'on aura bientôt les résultats par cette méthode-là qui ne coûte pas très cher. Et la détection maintenant est tellement fine des télescopes qu'on pourra voir cette petite lumière qui frôle la planète et qui traverse l'atmosphère, s'il y a une atmosphère. Alors on a déjà vu
concret, une super Terre qui est beaucoup trop chaude, hein, qui fait 2000 degrés, donc elle n'est pas du tout candidate à la présence de vie, mais on a trouvé de l'hydrogène, de l'hélium et de l'acide, probablement de l'acide cyanhydrique dans l'atmosphère de cette planète, donc la méthode marche. Mais pour l'instant, on n'a pas encore trouvé l'oxygène. Et il y a le télescope spatial Khéops de l'ESA qui va être lancé en principe à la fin de cette année, s'il n'y a pas trop de retard, et qui permettra de rechercher l'oxygène dans ces atmosphères. Et la mission européenne Ariel aussi sera lancée en 2028, qui va rechercher l'oxygène dans l'atmosphère de la planète passant devant l'étoile. Donc c'est en cours et les missions sont en bonne voie de réalisation. Mais de toute façon, on n'a pas encore de résultats. Alors, la question de savoir si la Terre est vraiment spéciale ou pas comme planète, puisqu'elle a la bonne taille, là, etc. La Terre a quand même des spécificités. Elle a un champ magnétique permanent qui produit une magnétosphère qui protège la Terre. Donc, est-ce qu'il faut la magnétosphère? Question. La Terre a une tectonique de plaques aussi généralisée qui permet d'avoir des fumeurs, des geysers sous-marins. Est-ce que c'est nécessaire? On ne sait pas. Elle a également un gros satellite, la Lune, qui provoque les marées avec des oscillations et de la chimie par cycle, donc humide, sec, humide, sec. Est-ce qu'il fallait ces marées pour aider On sait qu'en laboratoire, ça aide. Lorsqu'on fait artificiellement des cycles de ce type-là en laboratoire, ça aide la chimie. Et enfin, la ceinture d'astéroïdes, mais ça, Mars. Alors, si par exemple on trouve la vie sur Mars, ça veut dire que tout ça, parce que Mars n'a pas tout ça. Si on trouve la vie sur Mars, ça veut dire que tout ça n'est pas nécessaire. Donc, ça augmente la probabilité de trouver la vie sur des planètes qui n'ont que de l'eau et la chimie du carbone. Alors, en fait, le titre de la conférence portait « Sommes-nous vraiment seuls dans l'univers ?» C'est-à-dire, existe-t-il des êtres qui nous ressemblent? Alors là, je peux vous dire que probablement non. Ce n'est pas parce qu'on ne s'aime pas, mais parce que nous sommes. Notre histoire et l'histoire de la vie sur Terre a été ponctuée par des cataclysmes, entre autres. Et il y a eu des grandes extinctions, et pour retrouver, qui ont eu lieu à une chronologie bien définie. Et il faudrait retrouver cette même. Et nous sommes le résultat de ces hasards, de ces chutes au hasard. Et donc, pour retrouver la même chronologie ailleurs, ça paraît difficile. Donc, ça limite les chances de trouver des gens comme nous. Ensuite, plus près de nous, il y a eu au moins 5 familles d'australopithèques. Donc, on ne sait pas quelle famille a donné naissance à Homo sapiens. Donc, si sur une autre planète, il y a aussi 5 familles d'équivalents d'australopithèques, il faudrait que la même souche. Donc, l'histoire de notre histoire n'est pas juste un long fleuve tranquille, linéaire. C'est un buissonnement aussi. Et ça ajoute encore au hasard de notre présence ici ce soir. Enfin, au hasard qui nous fait être présents ici ce soir. Enfin, le paradoxe de Fermi. Si vous allez me dire, vous avez l'air enthousiaste sur la présence d'extraterrestres, donc ce qui est vrai, au moins pour la recherche d'extraterrestres, Fermi dit, bah, écoutez, l'univers s'est formé il y a 13 milliards 819 millions. Admirez la précision de la datation de l'univers grâce à un satellite européen, Planck, encore une fois. Et donc, et nous, c'est 4,5. Donc, pendant tout ce temps-là, vous avez largement le temps de faire apparaître des planètes et puis de faire apparaître des bactéries qui évoluent vers des pluricellulaires, vers des organismes, vers la sortie des eaux, des australopithèques, Erectus, habilis, etc. Et donc, pourquoi est-ce qu'on ne les entend pas? Alors, où sont-ils? Ils viennent, on ne les voit pas et on ne les entend pas, ils ne se manifestent pas. Alors, plusieurs hypothèses. Ils sont peut-être restés bactéries. Est-ce que sur Terre, la vie est restée bactérienne dans l'eau pendant 2 milliards d'années? Et tout d'un coup, il y a eu fusion de bactéries avec acquisition symbiotique pour faire des pluricellulaires, pour faire des organismes, etc. Est-ce que c'était impératif ou pas? Ensuite, ils sont peut-être restés cueilleurs-chasseurs. Ils n'ont pas envie de voyager, ils n'ont pas envie d'envoyer. Ils ne téléphonent pas, hein, ils n'ont pas de radar militaire, ils n'ont pas d'émission de télévision. Ou alors, ils ne sont pas curieux, ils s'en foutent. Hein. Ou alors, ils nous observent et puis, ce qu'ils voient, ça ne les encourage pas. Donc,
nous serions immanquables pour tout extraterrestre qui passe pas loin du système solaire, les radars militaires, les émissions de télévision. Alors s'ils voient notre télévision, peut-être qu'ils disent que ce n'est pas la peine d'aller les voir, je ne sais pas. Alors pour finir, beaucoup de peintres, pour une note un peu plus philosophique, beaucoup de peintres, oh je suis presque dans les temps, beaucoup de peintres dans les natures mortes, les peintres à l'époque étaient souvent orfèvres, hein, donc il y a souvent de l'orfèvrerie et puis un verre qui est partiellement rempli. Alors les pessimistes voient le verre à moitié vide, d'accord? Et alors la sonde Voyageur 1 a été lancée en 1977, elle est arrivée au profil du système solaire et elle était au-dessus du plan des planètes. Donc elle a pris une photo du système solaire et de la Terre. Alors nous sommes là. Hein. La photo n'est pas là. On voit Angers, hein, enfin pas. On voit la Terre comme une tête d'épingle. Et Carl Sagan a écrit un texte formidable qui est tout à fait d'actualité. Nous avons réussi à prendre cette photo depuis l'espace lointain. Et si vous l'examinez, vous voyez un point, c'est ici, c'est nous. Pensez au fleuve de sang versé par tous ces généraux et empereurs pour qu'ils puissent, dans la gloire et le triomphe, devenir les maîtres temporaires d'une fraction de ce point. Pensez aux cruautés infinies infligées par les habitants d'un coin de ce point à des habitants difficilement différenciables vivant sur un autre coin de ce point. Donc, quand on pense, ce texte est d'actualité, quand on pense à la Syrie, au Yémen et autres calamités, donc ça c'est le verre à moitié vide. Est-ce que si les extraterrestres nous regardent, est-ce qu'ils ont envie de voir ça, le verre à moitié vide, ou est-ce qu'ils voient un verre à moitié plein? Et le verre à moitié plein, c'est quand même que je partage, s'il veut bien venir. C'est qu'entre l'infiniment petit et l'infiniment... On est vraiment entre deux infinis, l'infiniment petit et l'infiniment grand. Et Homo sapiens s'est peu à peu élevé jusqu'à écrire des cantates et peser des Voies lactées. Écrire des cantates et peser des Voies lactées, c'est vraiment un des summums de la culture humaine. Et donc, c'est ce qui nous encourage à dire que ça valait la peine puisqu'on a réussi à faire des choses exceptionnelles. Et en particulier, ceci est une photo récente que j'ai prise hier, des filaments dans l'espace avec des étoiles en train de se former. Donc, on voit naître des étoiles et ça, je trouve que c'est formidable. Donc, je finirai avec deux mentors que je cite souvent. Sénèque, les plus belles découvertes cesseraient de me plaire si je devais les garder pour moi. Donc merci de m'avoir donné la possibilité de partager ces belles découvertes. Et Christian Deluve, un prix Nobel que j'ai eu l'honneur de partager l'amitié, à la fin d'un de ses bouquins écrit « J'ai connu la joie d'apprendre, le plaisir presque voluptueux de comprendre ». J'espère que j'ai partagé un peu ce plaisir presque voluptueux de comprendre. Merci.